Commence. Donne une petite. Voici la conférence numéro 2 de notre cycle sur une nouvelle lutte des classes. Je l'ai intitulée Élite satisfaite et peuple qui souffre, pour montrer le contraste entre les élites et le peuple. Les élites changent. Les anciens dirigeants du CNPF étaient conservateurs et libéraux. Le nouveau MEDEF est cosmopolite et 68ard. L'industrie lourde est remplacée par les distributions et par les services financiers. La dérive est encore plus nette à l'ENA. L'école fut fondée par des patriotes de la résistance. La devise de la première promotion fut « La France combattante ». Aujourd'hui serait plutôt « Moi d'abord et carrière méritante ». L'Église a connu aussi cette dérive vers la gauche culturelle, qui n'a rien à voir avec la gauche ouvrière d'autrefois. L'Église avant Vatican II était bien différente de celle d'aujourd'hui. Tous ces changements accompagnent les mutations sociologiques de nos sociétés, l'extinction de l'ancienne lutte des classes et l'apparition d'une nouvelle forme de celle-ci. La nouvelle lutte des classes, en fait, n'est pas du tout celle du XIXe et du XXe siècle. Ce n'est plus les patrons conservateurs face aux ouvriers socialo-communistes. Dans mon livre « L'oligarchie au pouvoir » aux éditions Economica, j'énumérais les têtes de l'hydre oligarchique qui nous gouvernent. Associations antipatriotiques, syndicats politisés, hauts magistrats, presse, médias officiels, dirigeants politiques, hauts fonctionnaires, banquiers internationaux. Les associations antipatriotiques peuvent être communautaristes, comme le CRAN, qui ne défend que les Noirs, Conseil représentatif des associations noires de France, ce qui est d'ailleurs limite au regard de la loi. Si l'on crée demain un conseil représentatif des Blancs de France, que se passera-t-il ? Les associations peuvent avoir un objet illégal, du style collectif des sans-papiers qui défend les immigrés clandestins. C'est en fait un collectif de délinquants, mais on ferme les yeux. Ces associations relayées par les médias ont un certain pouvoir d'influence. Les syndicats, généralement politisés, ont souvent le même président pendant des dizaines d'années. Cela n'offusque personne, alors qu'on veut limiter le nombre de mandats des élus de la nation. Ces associations et syndicats, si on les observe bien, sont des modèles d'oligarchie où la base n'a guère de pouvoir. C'est pareil pour les partis politiques, dont la structure oligarchique a été bien analysée par le sociologue italien Roberto Michels, qui a présenté ce qu'il appelait la loi des reins de l'oligarchie et qui obéit à trois phénomènes. Plus une organisation grandit, plus elle se spécialise, plus elle prend des décisions complexes, l'efficacité exige une direction forte, et la psychologie des masses exige de voir des leaders. Les hauts magistrats constituent aussi un rouage de l'oligarchie. Hypocritement, on prétend qu'ils sont indépendants. C'est peut-être vrai pour les sujets courants, mais c'est très peu probable sur les questions qui ont un enjeu politique. Napoléon, qui était un réaliste, dit « Un seul magistrat est indépendant en France, le premier président de la Cour de cassation, parce qu'il est au sommet de la carrière. Mais à une condition, ajoute-t-il, qu'il soit aussi grand officier de la Légion d'honneur. Comme ça, il n'a plus rien à demander au pouvoir, il est donc indépendant. » Les magistrats partagent généralement le point de vue de l'oligarchie. Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, se signale par ses jugements idéologiques. Elle a voulu interdire les crucifix dans les écoles publiques italiennes en 2009, l'arrêt Lauzi. Devant le scandale populaire et l'intervention de 10 États pour soutenir l'Italie, l'Arménie, la Bulgarie, Chypre, la Russie, la Grèce, la Lituanie, Malte, San Marin, Monaco et la Roumanie, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme saisit en appel à reculer, montrant le caractère arbitraire de ses jugements. Autre exemple, la même Cour a exigé des indemnités aux pirates somaliens qui avaient arraisonné 2 bateaux français, le Ponant et le Caredas, sous prétexte que les délais de transmission des pirates à la justice étaient trop longs. Mais en mer, évidemment, vous ne pouvez pas transmettre tout de suite des pirates au juge. Et donc le contribuable va devoir payer des indemnités élevées, plusieurs milliers d'euros, pour chacun de ces pirates, ce qui est assez extraordinaire. Comme souvent, la décision qui favorise quelqu'un défavorise d'autres personnes. Là, en l'occurrence, ce seront les contribuables français. La même Cour européenne des droits de l'homme a condamné aussi des États européens voulant refouler des réfugiés arrivés par la mer. Les jugements se font en démocratie au nom du peuple, mais le peuple est bien souvent en désaccord. En Suisse, les citoyens ont en majorité voté l'expulsion des étrangers criminels et ont rejeté le projet contre-gouvernemental qui faisait intervenir le juge du motif que les citoyens n'avaient pas confiance dans les juges. En fait, les Suisses ont préféré donner la décision à l'administration et pas au juge.
parce qu'ils trouvent les juges suisses trop laxistes. D'après des sondages de l'IFOP 2016, 74% des Français pensent que la justice n'est pas en mesure de protéger les Français face à la menace terroriste. C'est pas très rassurant. Un autre sondage IFOP de mars 2017, 48% pensent que la justice n'est pas indépendante. Selon un sondage CSA, 77% des Français considèrent que la justice fonctionne très mal. En 2012, sur 4,5 millions d'affaires traitées au pénal, 3 millions n'ont pas été élucidées. C'est un chiffre du ministère de la Justice, bien sûr. Aux USA, où certains juges peuvent être démis par référendum, ce qu'on appelle la procédure de recall, il arrive que des juges soient démis carrément de leur fonction par le peuple. Les médias sont une catégorie très homogène. Marianne avait fait un sondage montrant que 80% des journalistes étaient de gauche. Et cette catégorie n'a aucune légitimité démocratique, bien entendu, ils ne sont pas élus. Les hauts fonctionnaires constituent aussi une caste refermée sur elle-même avec une idéologie très homogène, façonnée à l'ENA et par la lecture du Monde. Le film Quai d'Orsay montre l'importance du directeur de cabinet face au ministre lui-même. Les Français sont gouvernés par des hommes qu'ils ne connaissent pas, en fait, qui sont les directeurs de cabinet des ministres. L'auteur de ce livre a vu, notamment lors de la revue générale des politiques publiques à laquelle il a participé, un exercice pour réduire les dépenses publiques, j'ai vu que le ministère de l'Éducation nationale s'était soustrait à l'exercice par le refus des directeurs, appuyés par les syndicats, à fournir les dossiers nécessaires aux inspecteurs qui devaient faire cette mission. Le Premier ministre puis le président Sarkozy ont alors capitulé devant le ministère et ses syndicats. Autre exemple, les confidences d'Alain Juppé, ministre du Budget, quand j'étais député, disant que les députés non issus de l'ENA sont d'une incompétence totale et qu'il ne fallait en aucun cas prendre avis auprès d'eux. Et il a ajouté « Toi, tu sais bien que je suis obligé d'en passer par les volontés de mon administration ». La haute finance et le haut patronat jouent aussi un rôle important, participent des mêmes classes sociales que les catégories précédentes. Le souci de la vérité oblige à compter dans cette classe de dirigeants un certain nombre de criminels. Dans Tintin en Amérique, le chef du syndicat des criminels explique que Tintin est un grand danger pour l'exercice libre de leur profession et qu'il met en cause leur dignité de citoyens. Al Capone, l'un des plus grands criminels américains, a cessé de louer les institutions politiques des États-Unis pour son respect des libertés et des droits de l'homme. Donc Al Capone savait de quoi il parlait, les droits de l'homme, c'est les droits du criminel en l'occurrence. En Italie, le Premier ministre Andreotti fut accusé de collusion avec la mafia sans que ça remette en cause sa carrière. Quant au Premier ministre Berlusconi, il fit voter une loi d'immunité judiciaire pour lui-même par le Parlement, et seul un référendum d'initiative populaire a fait échouer l'adoption de cette loi en 2011. Donc tout ce petit monde d'oligarques, ou grand monde plutôt, est constitué de réseaux très fermés, malgré son idéologie qui se veut ouverte. On est favorable à la venue des immigrés, mais on ne veut surtout pas côtoyer le petit peuple. Cette classe dirigeante mondialiste est structurée par 4 pôles qui correspondent aux 4 causes d'Aristote. La cause finale, le but de l'existence, c'est la réussite personnelle, la satisfaction des caprices de son ego. Le christianisme est écarté, soit avec indifférence, soit avec haine et mépris. La cause efficiente d'Aristote, c'est-à-dire les hommes, est constituée de réseaux oligarchiques. Or, les réseaux ethniques, maçonniques, philosophiques, réseaux des grandes écoles ou des clubs mondains, réseaux médiatiques, des hauts fonctionnaires, de juges, de grands patrons, or tous ces réseaux, point de salut. Ce sont ces réseaux qui permettent la carrière, qui ont permis notamment la prise du pouvoir de Macron. Les pertes collatérales furent celles du Parti socialiste et des républicains, des syndicats d'autrefois, qui ont été balayés. Comme l'a montré le sociologue des classes sociales Vilfredo Pareto, les élites circulent, se renouvellent et se débarrassent des branches mortes. Quelle est donc l'idéologie de ces oligarques au pouvoir? C'est la cause formelle d'Aristote. Les droits de l'homme, bien sûr, il faut satisfaire tous les caprices, d'où les réformes pour satisfaire les minorités sexuelles, par exemple. Il faut protéger les criminels, protéger leurs droits, négliger les victimes. La peine de mort existe toujours, mais elle est privatisée. C'est-à-dire que l'État en est exclu. Seules les mafias utilisent aujourd'hui la peine de mort. Elle est donc privatisée, on peut dire. On connaît le cas de la Cour européenne des droits de l'homme qui a condamné la France à payer des indemnités aux pirates du Somalie pour un vice de procédure. Les crapules sont donc protégées, surtout si elles appartiennent à l'oligarchie d'une part ou à l'immigration d'autre part. Quant au socle, la cause matérielle d'Aristote, c'est l'économie hors sol, mondialisée, bureaucratisée. Dans les grandes banques, le petit client n'a plus accès à son interlocuteur, mais à des répondeurs automatiques. Les bureaucrates des grandes sociétés ne sont pas différents de ceux de l'État, ils se protègent. Les décisions sont donc prises non pas par des hommes
faciles à repérer, mais par des structures anonymes qu'on appelle des plateformes d'experts. Ces plateformes sont parfaitement injoignables. Voilà, donc dans ce système où l'économie repose sur une bureaucratie hors sol, le but, selon le philosophe Heidegger, est de réduire les hommes à une matière première mobile, donc sans racine. Toute racine, raciale, ethnique, nationale, familiale, religieuse, est une gêne pour la mobilité totale de la main-d'œuvre. Donc l'idéologie des classes dirigeantes cherche à détruire le plus possible tous ces facteurs d'enracinement. On combat donc la famille traditionnelle, quitte à détruire la natalité, qui sera compensée bien sûr par l'immigration. On combat la religion chrétienne, qui est considérée comme rétrograde, car on veut des consommateurs matérialistes et non des hommes responsables, qui pourraient avoir un idéal gênant pour le pouvoir. On combat la nation, et la démocratie d'ailleurs parce que c'est lié, car elle peut être un obstacle au mouvement de main-d'œuvre illimité sans frontières. On combat les particularités culturelles qui différencient les peuples et les ethnies. On combat aussi les races comme élément de différenciation, afin de faciliter la réalisation d'un melting pot sans aucune tradition, incapable de résister au pouvoir des oligarques. Face à cette monstruosité du monde moderne, ces élites sans morale, mais toutes puissantes, il y a le peuple qui souffre. La cause finale pour le peuple, ce serait évidemment de renverser l'oligarchie pour que son peuple ait enfin son mot à dire. Le patriotisme témoigne de la volonté de protéger son capital social, famille, voisins, culture française commune. Cette volonté est d'autant plus forte que le capital professionnel est entamé pour une majorité de la population qui ne fait pas partie des classes dirigeantes. Le sociologue américain Robert Putnam a montré que le degré de confiance dans ses voisins dépendait étroitement de l'homogénéité culturelle de l'environnement immédiat. Autrement dit, il faut choisir entre la diversité et la fraternité. Si vous voulez une bonne ambiance dans un quartier, il faut que tout le monde partage les mêmes valeurs et que tout le monde se ressemble plus ou moins. Le sociologue Christophe Guilluy a intitulé un chapitre de son livre Fracture française « Comment je suis devenu blanc ?» car c'est la rencontre de l'altérité qui renforce votre conscience ethnique. L'attachement de la France à la France et à son identité culturelle est donc plus élevé chez les populations qui sont menacées par l'étranger que chez les populations très favorisées se déplaçant dans le monde entier grâce à un revenu très élevé. La cause formelle pour le peuple, ça pourrait être la démocratie directe, car seul le référendum redonne la parole au peuple. La Suisse est un des rares pays où la volonté du peuple ne peut pas être ignorée à cause de l'institution des référendums d'initiative populaire adoptés dans la Constitution de 1848. La cause efficiente sont les victimes, les résistants, qui s'expriment grâce aux partis patriotiques. Il y a en effet deux catégories de gens qui souffrent de l'état actuel des choses. Il y a les victimes, victimes de l'immigration, victimes de l'insécurité, victimes du chômage, qui peuvent être victimes des trois maux tous ensemble. Il y a aussi les personnes qui, de par leur profession, sont amenées à prendre conscience qu'une résistance est nécessaire. C'est le cas des militaires, des policiers, surtout ceux qui interviennent dans les banlieues, contre des réseaux criminels dangereux. C'est aussi le cas des médecins, des infirmiers, qui sont confrontés à des populations agressives qui refusent les règles de la vie normale en société. Refus par exemple de faire examiner sa femme par un médecin chez certains musulmans. C'est aussi le cas des enseignants qui sont confrontés à des jeunes déracinés menant la vie violente des bandes délinquantes en banlieue. Ça peut être le cas des commerçants face à une petite délinquance incessante. Toutes ces professions menacées, évidemment, secrètent des idées de résistance. La cause matérielle, le socle, c'est l'économie des territoires périphériques avec ces populations reléguées en marge, voire condamnées au chômage. Les syndicats et partis de gauche ont trahi cette population, qui se tourne maintenant vers des organisations qu'on appelle populistes, c'est-à-dire qui défendent les intérêts du peuple. Les rapports de force sont évolutifs, comme ce fut toujours le cas. On est au début de la levée en masse des résistants et des victimes du système. Le phénomène s'étend à tous les pays d'Europe occidentale et aux États-Unis avec l'électorat de Trump, où la coupure entre l'élite et le peuple est aussi manifeste. Le dialogue entre les deux classes antagonistes est très difficile. Mépris d'un côté, ressentiment de l'autre. La vie politique future promet d'être agitée. Les élites en effet trahissent de plus en plus leurs mandants. Le gouvernement agit selon les principes de la préférence étrangère. Quand le président Hollande refuse de livrer aux Russes des bateaux de guerre Mistral construits par la France à cause de la pression américaine, il choisit de faire plaisir aux Américains au détriment de l'emploi en France. De plus, il ruine la crédibilité française pour avoir de nouveaux marchés. Autre exemple de trahison de la base par les dirigeants syndicaux, cette fois, c'est l'UNEF à Reims,
où des immigrés sont installés sur le campus universitaire en septembre dernier. La direction de l'université a décidé de fermer l'université car elle ne garantissait plus la sécurité sur le campus. Eh bien, les syndicats n'ont pas défendu leur mandant français contre l'invasion migratoire. Au contraire, ils ont appelé à une solidarité totale des étudiants avec les migrants, quitte à détruire l'activité même de l'université. Les intérêts des dirigeants et du peuple sont devenus donc de plus en plus contradictoires. Les intérêts des dirigeants vont dans le sens de la suppression des frontières contre l'intérêt de la majorité du peuple. Immoralité foncière des nouvelles élites, elle est due au culte du moi, à l'acceptation de la colonisation américaine, au primat des finances sur la production et l'innovation, et à la pérennisation de la paix. Cette immoralité trouve ses causes dans les 4 valeurs du monde qui ont été écartées. Ce qui a été écarté, c'est Dieu, la responsabilité des personnes, le sens de l'honneur et le sens de l'enracinement. Dieu est remplacé par les caprices de l'ego. La responsabilité des personnes est remplacée par l'irresponsabilité des masses. Le sens de l'honneur est évacué au profit du culte exclusif de l'argent. L'enracinement est considéré comme un handicap et non pas du tout comme une ressource. Conséquences politiques de cette évolution sociologique. Le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung décrit ainsi l'évolution politique du nord de l'Europe, mais cette description est transposable à toute l'Europe de l'Ouest. Le journal allemand dit que le parti norvégien du progrès a été heureux de gagner les élections de la mi-septembre. Le parti norvégien du progrès, c'est un peu l'équivalent du Front National. En effet, pour la première fois, ce parti participait au gouvernement. Et ça aurait pu être très mal pris des électeurs. Mais pas du tout. Les électeurs n'ont pas puni ces populistes de droite qui ont perdu un tout petit peu et qui ont fait 15%. Le parti peut donc continuer à participer au gouvernement qui l'influence considérablement, notamment en matière d'immigration. La nouvelle question qui se pose en Allemagne, depuis le succès de l'AfD, le parti patriote allemand, n'est pas une nouveauté en Europe du Nord. Comment se débarrasser des populistes de droite? Ceux-ci sont présents depuis plusieurs années dans les parlements du Danemark, de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. Les autres partis ont donné des réponses variées à la question, mais il y a 2 constantes. Les populistes ont modifié le discours politique et ils sont toujours présents. La montée du parti du progrès norvégien date des années 1980. Elle est due au discours sur l'immigration. En 1989, ce parti a dépassé pour la première fois 10%. Tenu à l'écart par les autres, il a eu beaucoup d'influence. La politique d'immigration s'est durcie. Puis alors, peu à peu, il a été complètement dédiabolisé, d'abord au niveau local, où il a pu réussir à faire des alliances. En 2006, lorsque son président Siv Jensen a pris la direction, il a essayé de rendre les sujets adoptés par le parti un peu moins choquants. En 2013, il a fait une coalition avec le Premier ministre conservateur Erna Solberg. Jensen est devenu ministre des Finances. Le Parti conservateur, dès lors, a pris des propos favorables en faveur du Parti du progrès norvégien. Quand la crise des réfugiés toucha le pays, pratiquement tous les députés du Parlement demandèrent de durcir le droit d'asile. C'est bien différent de chez nous. La ministre de l'Intégration du Parti du Progrès joua la carte de la peur et de la colère. Elle provoqua ses partenaires et fut rejetée par la gauche, mais les électeurs lui ont donné raison. Au Danemark, le Parti du peuple danois a eu autant d'influence sans participer au gouvernement. Il a soutenu les partis bourgeois minoritaires de 2001 à 2011, puis de nouveau après 2015. Il a obtenu un véritable durcissement de la politique migratoire, qui a modifié le paysage politique du Danemark, comme ça n'a jamais été fait ailleurs. Le Parti du peuple danois a bénéficié des mêmes circonstances que les autres populistes de droite. Ils ont avancé dans un domaine qui était déserté. Le langage dominant des sociodémocrates n'avait plus rien à voir avec ce que les gens voyaient autour d'eux. Les problèmes d'immigrés, par exemple. Les partis de la droite bourgeoise se sont centrisés car ils pensaient récupérer les électeurs des sociodémocrates. À cela s'ajoute, ce qui a partout aidé les populistes, la déception à l'égard des élites et la crainte de la globalisation. Un espace s'est dégagé à droite que le Parti du peuple danois, évidemment, a occupé. Il est donc entré au Parlement en 1998. En 2015, il est devenu le 2e parti avec 21% des voix. Ça a permis de durcir la politique migratoire et ça a obligé surtout les autres partis à venir sur le terrain des populistes pour prendre des positions du même type. On alla même jusqu'à faire une conférence de presse commune entre le président du Parti social-démocrate et le Parti du peuple danois, où ils se sont mutuellement félicités. Au Danemark, on est heureux de dire ce qui est impensable en Suède ou en France.
Au Danemark et en Norvège, d'ailleurs, on se moque ouvertement du politiquement correct des Suédois. En Suède, on a choisi d'isoler les démocrates suédois, l'équivalent du Front National en Suède. Mais en 2010, ils sont entrés au Parlement. En 2014, ils ont atteint 13%. Lorsque les rouges et les verts du gouvernement étaient minoritaires, ils ont failli ne pas pouvoir faire leur budget. Ils ont passé des accords pour isoler les seuls populistes. Lorsque le chef de l'opposition de droite bourgeoise, Anna Kinberg, pris le pouvoir au printemps dernier, elle a envisagé de coopérer avec les démocrates suédois, mais alors là, la colère se déchaîna et elle dut quitter la présidence de son parti. La Suède est dans un état donc de sectarisme un peu comparable à celui qui existe en France. Mais il faudra bien résoudre le problème des démocrates suédois, car ils font maintenant 20% dans les sondages. Le président actuel, Oxon, a fait beaucoup pour rapprocher son parti du pouvoir, se veut posé, incarne une continuité personnelle. Ce qui est frappant dans tous ces partis du Nord, même si ça bouge à l'intérieur du parti, s'il y a des scissions, s'il y a des conflits, la progression est liée en fait à très très peu de personnalités qui sont là pendant des années et des années. C'est pareil en Finlande. En Finlande, c'est Timo Soini qui a créé des vrais Finlandais, un parti important. Son résultat a quintuplé en 2011 pour atteindre 19%. Il est entré au gouvernement en 2015. Il est devenu ministre des Affaires étrangères. Mais ça a été assez mal vu par ses électeurs très contestataires. Il a donc été écarté. On a mis un autre président, Jussi Halla-aho, connu pour ses provocations xénophobes. Le Premier ministre conservateur Sipilä fut mécontent et le gouvernement faillit sauter. Soini fit alors une scission dans son parti pour sauver le gouvernement. Mais le parti lui-même s'est stabilisé avec un bon score. Par contre, le nouveau parti créé par Soini, puisqu'il a fait une scission qui s'appelle l'Avenir Bleu, s'est parfaitement effondré dans les sondages. On a vu ça déjà en France avec la scission Maigret au Front National, qui a été une catastrophe électorale. Et moi, je prédis un peu le même résultat pour Florian Philippot. Conclusion, les partis populistes sont apparus. Ils sont montés en puissance autour du thème de l'immigration et d'aucun autre thème. Deuxième point, les alliances se font toujours avec les conservateurs. L'isolement des démocrates suédois ne leur a pas nui électoralement, simplement le parti a durci sa politique. Et les populistes au Danemark, par contre, font même partie d'une coalition au pouvoir. L'exemple finlandais montre que les scissionnistes modérés sont sanctionnés par les électeurs. Par contre, un discours un peu trop brutal n'est pas sanctionné par ceux-ci. Quatrième point, les populistes sont tiraillés entre des électeurs très hostiles à l'immigration et la tentation de faire des alliances avec la droite modérée. L'alliance peut donner de bons résultats, comme au Danemark, à condition que les modérés se durcissent sur l'immigration. Par contre, l'abandon des positions dures sur l'immigration coûte toujours très cher en termes électoraux. Alors on peut dire qu'il y a des mutations sociologiques qui sont à l'œuvre et qui sont motrices de l'histoire et qui comptent autant que la personnalité des chefs sur lesquels on s'axe un peu trop rapidement. On voit bien que cette évolution a rendu le clivage gauche-droite habituel inopérant. À l'origine, les partis représentaient des classes sociales différentes. Les partis conservateurs représentaient la bourgeoisie, les propriétaires fonciers. Les centristes étaient des agrariens qui représentaient les paysans. Les sociodémocrates représentaient les petits salariés, la classe ouvrière. Après la Seconde Guerre mondiale, la montée d'une grande classe moyenne a rapproché tous ces partis qui sont devenus très proches les uns des autres. Par contre, la montée de l'immigration et de l'insécurité, deux phénomènes insignifiants au départ, a permis, à partir des années 1970, l'apparition d'un autre clivage. Les populations soumises à ces nouveaux dangers se sont mises à voter pour des partis nationalistes, partis au début rejetés par tous les autres, au nom de soi-disant valeurs, mais surtout au nom de la défense de leurs intérêts électoraux. Un nouvel électorat, avec ses exigences spécifiques, a fait apparaître de nouveaux partis politiques, et ce n'est pas l'inverse. En politique, les valeurs sont à l'origine le reflet d'intérêts vitaux. Mais avec le temps, les classes dirigeantes ont des intérêts qui divergent de ceux du peuple. L'être objectif prime sur les valeurs subjectives dans le peuple. C'est différent pour les élites décadentes qui choisissent de ne pas protéger le peuple. Ces intérêts vitaux ne sont pas ressentis comme tels par les élites qui sont protégées par leur niveau de vie. Donc elles ne veulent pas protéger les milieux populaires et elles perdent leur raison d'être sans même s'en rendre compte. Elles prennent toutefois conscience du danger représenté par les nouveaux partis populistes. On va tout faire pour les discréditer au nom de soi-disant valeurs. Mais comme l'écrit justement le philosophe Heidegger, les valeurs modernes représentent le péché suprême contre l'être. On essaye de détruire l'être au nom des valeurs.
au nom de valeurs comme la non-discrimination ou la liberté absolue de circulation, va vous obliger à renoncer à votre être de Français. Les valeurs en ce sens sont du domaine du devoir-être et sont brandies pour détruire l'être qui devient l'objet de haine. Cela explique la haine des élites cosmopolites contre les défenseurs de la nation, contre les résistants. En même temps, les tenants de l'être, qui tiennent à leur survie comme Français, perçoivent confusément que leurs élites sont devenues peu à peu leurs pires ennemis. Le conflit entre ces élites cosmopolites et le peuple tend donc à s'élargir et à remplacer le conflit gauche-droite traditionnel. Le conflit correspond aussi à l'opposition entre deux sources de la connaissance, la source mimétique et la source expérimentale. L'anthropologue et sociologue allemand Arnold Gehlen a opposé ces deux grandes sources d'information, le savoir mimétique et le savoir expérimental. En effet, tout ce que l'on sait vient soit de l'expérience personnelle, soit de celle des autres qu'on recopie en lui faisant confiance. C'est ainsi qu'un électeur pourra lire dans son journal que l'immigration est bénéfique à son pays. S'il vit dans des conditions très privilégiées, à l'écart des immigrés, il fera confiance à son journal. Mais si dans sa vie quotidienne il est agressé par des immigrés délinquants, si ses enfants sont dans des classes dont le niveau baisse par l'arrivée d'élèves étrangers, si un attentat terroriste a lieu dans son voisinage, à ce moment-là, il aura tendance à ne plus croire du tout au savoir mimétique, c'est-à-dire à son journal ou à sa télévision. C'est l'expérience qui va l'emporter sur le savoir mimétique. On peut donc voir des situations existentielles qui sont extrêmement variables. Dans le cas où le mimétisme domine, les gens croient aux droits de l'homme, obéissent aux médias, appartiennent à des clubs où il y a une vie entre soi bien éloignée des dangers réels de la vie courante, et ensuite, professionnellement, ils appartiennent souvent à des catégories liées à l'étranger ou à des hauts fonctionnaires qui sont protégés de la concurrence étrangère. Un banquier international, par exemple, a d'importants revenus, il échappe à la pression fiscale grâce à son implantation à l'étranger. Ce socle fait que pour lui, la liberté de circulation, bien sûr, c'est une valeur essentielle. Les valeurs économiques l'emportent sur les racines familiales. Au-dessus de lui, les médias, les intellectuels qui l'ont formé déversent un discours officiel adapté à sa situation. Sa religion n'est plus chrétienne. Elle est devenue juridique sous la forme des droits de l'homme, qui lui offre un message d'émancipation de l'ego. Le caprice est ainsi élevé à un niveau divin. Interdire tel ou tel caprice est une violation de droit. Ça peut aller jusqu'à la tolérance de certains types de crimes, notamment sexuels. Cette religion dérive vers le laxisme judiciaire et la bienveillance envers les réseaux criminels. Enfin, notre banquier international vit dans des cercles fermés parmi ses semblables et ne côtoie pas les milieux populaires qu'il méprise. Un personnage comme Strauss-Kahn représente bien ce type humain. Voyons à présent le portrait de l'homme du peuple, qui puise plutôt son savoir dans l'expérience. Il suit les traditions qu'on lui a enseignées, il écoute sa famille et ses amis proches plus que les médias, il a une vie quotidienne pleine de difficultés, de dangers, et il a un métier à risque car il peut se retrouver au chômage. Cette personne peut être un ouvrier, un chômeur, mais aussi un militaire, un policier sur le terrain, un enseignant dans une zone à risque. Son métier comporte des dangers, soit physiques, soit sociaux. Ces principes lui viennent de sa famille plus que des médias. Sa vie quotidienne est ouverte sur l'ensemble de la société, il ne vit pas dans une bulle privilégiée. Il respecte les traditions dans lesquelles il a vécu depuis son enfance, dont les traditions religieuses, patriotiques et morales. Alors bien sûr, il y a toutes sortes de cas intermédiaires, hors ces deux figures extrêmes. Entre les deux types de personnages que nous avons choisis, le dialogue est extrêmement difficile. Il l'est plus encore quand la situation du pays dégénère. Si le crime prospère, si l'immigration devient menaçante, si le chômage frappe les enfants, l'attitude et les croyances de nos deux personnages vont beaucoup diverger. Celui qui souffre aura tendance à avoir des attitudes dites populistes, car la destruction du capital social et culturel autour de lui affecte sa vie en direct. Celui qui par contre est protégé, dans un milieu sélectionné, continuera à avoir son idéologie des droits de l'homme qui le flatte, et il aura le plus profond mépris pour ceux qui ne sont rien, comme dit Macron, mais qui remettent en cause les valeurs des dirigeants. L'un est tourné vers les valeurs, en apparence humanitaires, mais surtout financières ou ludiques, au nom desquelles il faut sacrifier les traditions et les enracinements. L'autre, qui peut être parfaitement beaucoup moins instruit, est tourné vers l'être, vers ce qui est vital, parce qu'il n'a pas le choix. Le premier est protégé par le pouvoir oligarchique. Le second, évidemment, normalement, devrait avoir la démocratie pour lui, comme tous les sondages le montrent. Mais le pouvoir est dans les mains de l'oligarchie et non pas de la population.
Le deuxième, c'est-à-dire l'homme du peuple, vient seulement de se réveiller peu à peu en raison de ses souffrances nouvelles. Si les souffrances perdurent ou s'aggravent, cette deuxième catégorie finira un jour par prendre le pouvoir. Mais il ne faut pas trop compter que ça se fera nécessairement dans l'apaisement et l'harmonie. Souvenons-nous de la sagesse des anciens Grecs prolongée par celle du christianisme. L'histoire des hommes est hélas une tragédie perpétuelle. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.